Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Qui est Philippe Deveau? En réalité, si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, que vous me connaissez un petit peu, que vous m'avez suivi un petit peu, sans nécessairement me connaître réellement, probablement vous avez remarqué que qu'est-ce que je partage en temps normal, c'est des vidéos en lien avec l'information, des détails, l'explication d'une stratégie, de l'explication par rapport à une technique, à de l'information spécifique. Donc, c'est des vidéos plutôt intellectuelles que je partage. Je suis pas du genre à faire des danses, faire des vidéos de fail ou faire essayer de prendre quelqu'un en piège puis de montrer ça. C'est pas mon genre, ça. Moi, c'est très plus intellectuel. Donc, euh, j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que les gens, il y en a beaucoup qui aiment ça savoir c'est qui l'entrepreneur en arrière de l'entreprise, c'est quoi son background, d'où c'est qu'il vient. Des fois, c'est important de connecter un petit peu avec l'entrepreneur avant de dépenser de l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front, comme on pourrait dire. Avant de donner cet argent-là à quelqu'un, on veut savoir c'est qui cette personne-là. Bon, ben cette vidéo-là, elle est faite pour ça. Donc, on est en 2024. Je fais cette vidéo-là. Ça se peut que je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-là. Si à un moment donné je juge que ma vie a suffisamment changé pour dire que je refais la vidéo, je vais la refaire. C'est pas la première fois que je fais ce type de vidéo-là. C'est juste que là, ça faisait un certain temps qu'elle était faite et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Alors, ça valait le coup de refaire cette vidéo-là parce que je veux vraiment, ici aujourd'hui, vous donner mon background, mon antécédent, d'où c'est que je viens. Et vous allez comprendre le développement de qui que je suis, comment que l'entreprise a évolué. Donc, c'est une vidéo qui va prendre quand même un certain temps. Alors, je ne sais pas combien de temps, là. J'ai pas de PowerPoint, j'ai pas rien de préparé, là. C'est juste moi qui va parler. Donc, c'est drôle, là. C'est comme une des rares vidéos où ce que je peux dire que je vais être égoïste, où ce que je vais parler juste de moi, égocentrique. Donc, alors, c'est ça, ça va être ça aujourd'hui. Donc, si vous, ça vous intéresse pas de savoir qui que je suis, vous voulez juste avoir du comment, du concret, du technique, de l'informatique, de l'information, c'est pas aujourd'hui que vous allez retrouver. Donc, vous pouvez arrêter, vous pouvez regarder les autres vidéos si ça vous tente. Mais si ça vous tente de savoir qui que je suis concrètement, ben, c'est ça. Je vais revenir jusqu'au secondaire. Qu'est-ce qui a commencé pour moi. Puis, je vais remonter ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous allez être capable de voir le cheminement de tout ça. Sans cachette. Donc, je vais vous dire les hauts, les bas, la réalité. Là. C'est certain que je préfère une vidéo de plusieurs heures. Là. Donc, c'est pas mon objectif. Je vais essayer de garder ça relativement court. Reste que ça va être quand même une longue vidéo pareil. Mais je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel. Donc, dans mon cas, ce qui est pertinent par rapport à pourquoi vous regardez cette vidéo-là, parce que c'est sûrement parce que vous voulez savoir qui je suis avant d'acheter une de mes formations que je vous offre. Donc, en fait, moi, ça part du secondaire. J'étais au secondaire, j'ai fait partie d'un programme qui s'appelle, je crois, Jeunes Entreprises. Ça se peut que le nom soit un peu différent. Peut-être que le programme n'existe même plus. En fait, l'idée, c'était ceux qui étaient au secondaire, qui voulaient démarrer une entreprise ou qui voulaient essayer de démarrer une entreprise. Il y avait un programme où est-ce qu'on avait des mentors qui nous aidaient à démarrer des entreprises. Donc, en réalité, c'est qu'on se retrouvait... c'était même plusieurs écoles à ce moment-là. On était plusieurs écoles, on se retrouvait. On avait fait 2-3 groupes, 2-3 classes. Et ces classes-là créaient une entreprise. Donc, ça a été mes premières expériences d'entrepreneuriat. Ça a été à travers les jeunes entreprises et j'ai vraiment eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Donc, quand il était le temps d'aller au cégep, pour être franc, j'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je m'enlignais. Par contre, je le savais que j'allais avoir une business. Je le savais que j'allais être un entrepreneur. Donc, ma réflexion étant de, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé à suivre un processus normal, conventionnel d'éducation. Alors, d'aller suivre un cours à l'université, de me rendre aussi loin dans les études, c'était pas fait pour moi, c'est pas mon genre. Par contre, j'étais pas prêt à dire que j'allais sur le marché du travail tout de suite après mon secondaire 5, donc je voulais aller au cégep quand même. Alors, ma réflexion étant, j'ai pas le goût d'aller à l'université,
je le sais que je vais être un entrepreneur, mais je ne sais pas dans quoi. Qu'est-ce que je peux faire qui va être relativement facile pour moi pendant tout ce temps-là et qui va m'être utile quand que je vais être entrepreneur. Et en réalité, j'en suis arrivé à la comptabilité. Donc, avec la comptabilité, ben, c'est beaucoup des chiffres, des mathématiques. Donc ça, je suis relativement bon avec ça. Donc, ça allait être facile. Ensuite de ça, c'est une technique de 3 ans. Donc, je me disais, bon, ben, j'ai 3 ans, je fais 3 ans, puis c'est pas plus compliqué. Je fais juste le suivre, puis dans 3 ans, j'ai mon diplôme, ça devrait être correct. Et ce qui est intéressant, c'est que tout entrepreneur qui part une entreprise va avoir la comptabilité. Donc, si je suis capable de faire ma comptabilité et savoir comment ça marche, déjà, au moins, j'ai ça de gagner. Alors, je me suis lancé en comptabilité. Alors, dans les premières semaines au cégep, de ma première session, il y avait des portes ouvertes, il y avait des tables pour présenter différents groupes, pour si on voulait s'impliquer dans différents groupes. Et dans une de ces tables-là, il y a une fille que j'ai reconnue, qui était une fille qui était une des mentors dans le processus des jeunes entreprises. Donc, j'ai été lui parler. Et elle, en fait, elle représentait le conseil d'administration de la librairie coopérative du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est vrai, petite parenthèse, ma technique en comptabilité, je l'ai faite au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, elle était sur le conseil d'administration. Donc, ça a été un bon lien avec elle. Elle m'a invité à venir et vu que je ne savais pas nécessairement quoi, j'ai décidé de la suivre. Donc, je me suis retrouvé sur le conseil d'administration de la librairie coopérative du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Gros titre de même. Et c'est drôle quand même, ça m'a frappé. C'est quelque chose que je vais toujours me rappeler parce que dans les premiers mois, fallait négocier le salaire du directeur général de la librairie. Et ben moi, à ce moment-là, je travaillais au Maxi de nuit, je m'occupais de placer les caisses des tablettes. T'sais. Mon salaire était genre salaire minimum, je pense que j'avais peut-être même pas fait 10 000 par année là, à ce moment-là. Puis il fallait que je vote, qu'on négocie le salaire du directeur général, qui à ce moment-là, ça devait être des 50 000 quelque chose comme ça. Fait que c'était genre 5 fois plus gros que ce que j'avais jamais fait. T'sais. Donc, ça m'a vraiment frappé. Puis, à ce moment-là, j'étais comme un peu juste... J'écoutais parce que il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas juste des étudiants. Là. Il y avait du monde il y avait qui était beaucoup plus âgé qui étaient là. Fait que je les ai laissés, mais ça m'a permis de voir c'était quoi ça. Donc, faire partie du conseil d'administration de la librairie m'a permis de toucher un peu à l'entrepreneuriat, l'aspect gestion, l'aspect administration. Donc, dans le conseil, c'était ça. On a été capable de voter, on est capable de voir. Et je m'étais retrouvé également en plus trésorier du conseil d'administration. Donc, rapidement, je m'étais ramassé avec un poste important dans le conseil d'administration. Donc, ça, c'était quand même assez intéressant. Pendant que j'étais au cégep également aussi, il y a plein de choses qui s'est passées pour moi au cégep. C'était vraiment... pour moi, dans mon cas, ça a été je peux dire d'une certaine façon, ça a été des années extraordinaires qui m'ont permis d'apprendre énormément. Une des choses que j'ai faites, à un moment donné, j'étais dans les couloirs, je regardais les babillards pour regarder c'était quoi les différentes possibilités, parce que juste le conseil d'administration, c'était pas suffisamment pour moi. Et à un moment donné, je vois un petit pamphlet sur les clubs Toastmasters. On s'entend, à chaque fois qu'on... il y en a beaucoup je vais juste dire Club Toastmasters, c'est quoi, là, on vous parlait de toast, là. J'étais vraiment pas très bon en anglais à ce moment-là. Donc, en réalité, c'est pas ça, parce qu'il y avait une petite description. En fait, c'est un regroupement qui aide les gens à améliorer leur capacité à parler devant un public. Et moi, j'étais le genre de personne très gênée. Moi, j'étais une personne... j'étais un introverti, là. Okay? Donc, c'est certain que si vous m'avez déjà vu sur un stage ou parler en vidéo ou faire des lives, peut-être que je donne pas cette impression-là, mais j'étais un gars énormément... j'étais un introverti dans ma vie personnelle. Et dans la vie professionnelle, à ce moment-là, je sors de ma zone de confort parce qu'il faut que je le fasse. Mais dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un d'énormément introverti, énormément gêné.
Tu sais, les oraux qu'il fallait qu'on fasse là, dans les cours, moi j'étais vraiment mauvais, pas capable j'avais énormément de difficultés à parler. Donc c'était vraiment pas bon pour moi. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'ai décidé d'aller voir c'était quoi le club Toastmasters. Alors je me suis retrouvé là et finalement j'ai trippé parce que très bel accueil, super gentil les gens qui étaient là. Moi, c'était le club Expression de Saint-Jean-sur-Richelieu, de mémoire, ou Richelieu, je sais plus, de Saint-Jean. Je pense que c'est ça, le club Expression de Saint-Jean, quelque chose comme ça. Alors, super intéressant. Fait que j'ai commencé, ça permet d'améliorer son art oratoire, de comment parler en public, de parler avec les gens. Donc, tu sais, là, vous me voyez, je suis loin d'être parfait. C'est clair, je suis loin d'être parfait encore. Mais où est-ce que j'en suis présentement, c'est tout à commencé grâce au club Toastmasters parce que ça m'a permis d'être capable de faire de l'improvisation parce que j'étais pas vraiment très bon, puis de faire des discours un petit peu préparés. Donc, ça m'a vraiment aidé, ça m'a aidé à me dégêner, juste me rendre là, puis de parler avec des gens, ça m'a permis de me dégêner. Donc, ceux qui sont gênés puis qui ont, soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, qui veulent se dégêner ou améliorer leur oratoire, les clubs Toastmasters, là, c'est une belle recommandation que j'ai à faire pour vous. Donc, pendant que j'étais au cégep, je me suis inscrit au club Toastmasters et, comme de fait, je me suis retrouvé sur le conseil d'administration du club Toastmasters également. Donc, je me suis retrouvé sur le conseil d'administration. Puis, encore une fois, ça a commencé en tant qu'administrateur. Puis, je me suis, en bout de ligne, me retrouvé trésorier encore une fois. Donc là, j'étais trésorier du club Toastmasters, trésorier également de la librairie coopérative de Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ça a comme avancé un petit peu plus mes connaissances en termes de conseil d'administration. Puis ça, c'était pas une entreprise, mais ça m'a permis de voir d'autres aspects que je voyais pas dans l'autre librairie qui était une coopérative. Donc, très pertinent, fait que ça vient de là. Puis, tu sais, comme les choses sont tellement bien faites, je pourrais dire, en réalité, en étant dans ce groupe-là, veux pas, il y a d'autres personnes, puis une des personnes qui était là-dedans, c'était une danseuse de salsa. Elle triple le salsa, puis moi, énormément gêné, je disais jamais je vais faire ça. Puis à un moment donné, là c'était l'Halloween, on était tous déguisés pour la séance, puis là, elle dit, là, c'est le temps d'aller, il y a une soirée de salsa, vous pouvez pas, vous, parce qu'elle nous parlait à plusieurs personnes, mais moi particulièrement, Philippe, tu peux pas ne pas venir, t'es déguisé, il y a personne qui va te reconnaître, fait que tu peux avoir l'air fou, personne va le savoir que c'est toi, t'es déguisé, fait que là c'est le moment de venir, venez voir c'est quoi la danse latine, les danses salsa, fait que finalement on se retrouve là-bas, là je sais que ça a l'air bizarre là, que je vous parle de ça, mais je me suis retrouvé à aller dans... comment c'est Tequila, je pense, le bar Tequila, quelque chose comme ça, à Saint-Jean. Je sais même pas s'il existe encore. Et je me suis retrouvé j'étais assis, là, j'ai rien fait, j'ai juste regardé c'était quoi, comment que les gens dansaient, et je suis pratiquement tombé en amour avec la salsa, j'ai trippé. Puis là, cette journée-là, ça a donné que la semaine d'après, il y avait des cours de salsa qui arrivaient, donc finalement, j'ai décidé de prendre des cours en salsa. Et la raison pourquoi que je parle de ça, je sais que ça n'a comme pas rapport, mais en réalité, ça a été un autre des gros points qui a fait une grosse différence dans ma vie professionnelle. Pourquoi? Parce que j'étais un gars énormément gêné. Là, à ce moment-là, la salsa, c'est drôle à dire, mais c'est une danse à deux. Donc, tu peux pas danser tout seul à ça. Fait qu'il faut que tu aies des partenaires. Puis moi, j'avais pas d'amis qui dansaient la salsa. C'était quelqu'un qui m'avait apporté là. Veux pas, c'est une danse que tu danses avec un partenaire, puis après ça, tu changes de partenaire, puis après ça, tu changes de partenaire. Fait qu'il faut toujours aller chercher des nouveaux partenaires. Donc, la raison pourquoi je parle de ça, en réalité, c'est que apprendre à danser la salsa, en fait, le concept, c'est pas la salsa qui est importante. Là, n'importe quel type de danse aurait pu faire la job. Mais c'est juste celle-là qui a été le cas pour moi. C'est que ça a fait que ça l'a aidé beaucoup à me dégêner. À être capable d'aller voir les gens. Aller voir, il faut que tu demandes à une fille que tu n'as probablement jamais vue. Dans mon cas, moi, c'était une fille. Donc, d'aller voir une fille pour savoir, hey, tu veux-tu danser avec moi? Full gêner le gars, là. Vraiment pas bon. Donc, même si
le club Toastmasters m'aidait à être capable de parler devant un public, ça n'enlèvait pas que j'étais gêné dans le one-on-one. Donc, la danse salsa m'a permis de découvrir un peu qui j'étais en termes de personne. Comment je faisais ça? Ça m'a permis de me développer en tant que personne, à développer à devenir de moins en moins timide et à faire en sorte que quand j'ai commencé à aller dans des événements de réseautage, fait qu'il est là le lien, techniquement, là, la danse m'a énormément propulsé et aidé à faire en sorte que je me retrouve à être capable de partir ma business puis d'aller parler aux gens. On s'entend? Encore aujourd'hui, je suis un gars hyper gêné, donc j'ai énormément de difficultés à aller voir les gens, de comme on fait du réseautage debout, puis là je vais rentrer dans les conversations puis commencer à parler avec les gens. J'ai énormément de difficultés. Mais je suis capable de le faire parce que quand j'étais au cégep, j'ai appris à danser la salsa, puis ça m'a ouvert, ça m'a permis de faire ça. Donc, c'est une petite tranche de vie là, de qui que je suis. Donc, tout le cégep, le cégep c'était pendant 3 ans de temps. Et en réalité, tous les cours en lien avec la technique de comptabilité, haut la main, ça a bien été. Même à un point que, en ce moment, je pense que quand j'étais rendu en 2e année, il y a un programme qui est sorti où est-ce que certains des étudiants qui étaient bons pouvaient faire du tutorat auprès des autres étudiants qui avaient plus de difficultés. Donc, en réalité, j'ai décidé de faire partie de ce programme-là. Ça m'a permis de faire un peu d'argent. Mais ce qui était vraiment particulier, c'est que ça m'a fait... ça m'a mis dans une position où est-ce que j'apprenais de l'information. L'information que je venais d'apprendre, ben à ce moment-là, je me retrouvais à devoir l'expliquer aux élèves qui étaient dans la même classe que moi ou à un niveau inférieur. Donc, mettons, d'une session inférieure. Donc, j'ai dû apprendre l'information, être capable d'y réfléchir, puis être capable de l'expliquer à quelqu'un pour que cette personne-là comprenne comment ça fonctionne. Et veux pas, quand un professeur parle, ben, il parle à une vingtaine, une trentaine de personnes, donc veux pas, c'est pas toujours personnalisé, tandis que le tutorat, c'était très personnalisé. Donc, ça m'a permis de commencer à faire du tutorat aux gens, d'expliquer aux gens, à des personnes spécifiques et individuelles, comment les choses fonctionnaient en comptabilité. Donc, ça m'a permis vraiment d'être capable d'analyser, de comprendre un concept, de réexpliquer à quelqu'un dans mes mots pour essayer de faire en sorte que cette personne le comprenne. Donc, ça m'a énormément aidé aussi pour en faire, à un moment donné, où est-ce que j'en suis dans ma business, de donner des cours, des formations, de trouver de l'information, être capable de la réfléchir, de le comprendre, pour être capable de vous l'expliquer dans mes mots pour que vous compreniez. Donc ça, c'était une première partie. Donc, tu sais, quand je vous disais que le cégep, pour moi, a été une grosse phase, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été vraiment le début pour moi de l'entrepreneuriat, de mettre les bases à l'entrepreneuriat. Ce qui est drôle, parce que c'est vraiment ça, c'est que je me retrouvais à suivre un cours, puis après ça, la semaine d'après, j'avais un élève qui était dans le même cours que moi. Il suivait le même cours, puis je devais lui expliquer spécifiquement à lui comment ça fonctionnait. Donc c'était vraiment, des fois c'était très rapide sur comment que je devais le comprendre pour être capable de l'expliquer. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu es obligé de vraiment le comprendre, parce que si tu le comprends mal, tu vas être pas très capable de l'expliquer pour que l'autre personne le comprenne. Donc, ça fait partie de ma personnalité de devoir chercher, comprendre, aller vraiment chercher les détails pour essayer de vraiment bien comprendre la technique, la stratégie ou l'information pour être capable après ça de le transférer aux gens. Et fait que ça, c'est la partie cégep. Il y a plein d'autres affaires aussi. C'est vrai, j'ai créé le club, ça s'appelle le club de plein air, la tribu du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, il n'y avait rien à ce moment-là et je vais regrouper une quantité de personnes et on a créé un club de plein air. Et on était quelques élèves, on a créé le club de plein air pour permettre d'avoir des gens qui sont là en tant que bénévoles, qui organisent des activités pour permettre aux élèves de participer à ces activités-là.
Donc, autre que, tu sais, je m'étais retrouvé dans le conseil d'administration de ça. J'étais un des leaders là-dedans, là, parce qu'on avait été dans, comment on appelle ça, c'est le concours québécois en entrepreneuriat ou jeune entrepreneuriat, quelque chose comme ça. On avait gagné, je pense, le régional avec ça. On était capable de ramasser un peu d'argent pour être capable de pousser un peu là, ce club-là. Je sais pas si le club existe encore, là, ça fait longtemps parce que c'est juste des élèves du cégep qui sont dans l'organisation, la gestion de ça. Mais il y a beaucoup d'activités qui se sont faites. Moi, dans le cas-là, je faisais de l'escalade, je tripais l'escalade, donc j'organisais des activités d'escalade qui faisaient que les gens pouvaient, à ce moment-là, c'était pour commencer, on allait prendre un cours d'escalade pour apprendre à grimper dans les murs et faire de l'escalade. Vous savez c'est quoi. Donc le cégep pour moi, là, ça a été une grosse affaire. J'ai été chercher énormément de connaissances, de background. Donc vraiment, le cégep pour moi a été une source qui a été énorme dans les bases qui ont fait l'entrepreneur de qui que je suis. Puis c'est drôle parce que le cégep a tellement été bon pour moi d'une certaine façon. J'ai appris tellement et j'ai pas eu de difficulté dans tout ce qui était des matières en lien avec ma technique. Aucune difficulté. Par contre, le français, là, et probablement vous allez le voir, là. Puis je sais, c'est quelque chose qui passe souvent, là. Des erreurs de français, là. Regarde, je vais vous le dire, là. Mon français, il s'est amélioré énormément, là, mais mon français, il était mauvais, ok? Au cégep, il y avait, je pense c'est quoi, il y avait 4 sessions de français qu'il fallait faire. La première session, je l'ai réussi. La deuxième, ça m'a pris... en fait, c'est ça. La première, je l'ai réussi. La deuxième, je l'ai réussi. La troisième, ça m'a pris 3 fois pour l'apprendre. Donc, j'ai échoué la première. Donc, le niveau 3, je l'ai échoué une fois, 2 fois. Et la troisième fois, je l'ai passé. Puis le quatrième niveau, ça m'a pris aussi 2 fois. Donc, techniquement, là, moi, j'ai été... en fait, j'ai pas gradué à ma 6e session parce que j'avais un cours de français qu'il fallait que je fasse seulement. Il me manquait un cours de français pour être capable d'avoir mon diplôme en comptabilité. Donc, mon français est vraiment mauvais, je le sais, j'en suis conscient, j'essaie de l'améliorer, ça s'améliore un petit peu. Mais c'est la partie défaillante de Philippe Deveau, le français. Donc, par rapport aussi à ça, là, les épreuves uniformes de français, là, il y a des épreuves uniformes pour être capable de passer. Cela, ça m'a pris 3 ou 4 fois. Là. Je pense que c'est la 4e fois que je l'ai passé. Puis la raison pourquoi j'ai été capable de le passer, parce que les connaissances générales en lien avec le français, là, tout ce qui nous enseigne là-dedans, c'est que j'ai tellement fait de cours de français, j'en ai tellement fait, puis je veux pas à chaque cours de français qu'il fallait faire, il fallait qu'on lise 1 ou 2 ou 3 livres. Fait que je veux pas, j'avais lu tellement de livres en lien avec qu'est-ce qui se passe dans les cours de français que à la dernière fois, à la 4e épreuve uniforme que j'ai essayé, que j'ai faite, il y a un des livres qui était en référence que j'avais déjà lu. Donc, vu que je l'avais déjà lu, je comprenais ce qui se passait un peu dans le livre. Donc, mes connaissances générales, le concept connaissance générale pour l'épreuve uniforme, j'ai été capable d'aller chercher des points quand dans toutes les autres fois je réussissais pas. Fait que j'ai perdu énormément de points par rapport à mon orthographe, mais j'étais capable de passer par rapport au fait que j'avais lu le livre déjà. Donc, mon français, je le sais, il est pas bon. J'ai écrit un livre qui s'appelle S'occuper de ses affaires. Je le sais, le français, il y a des fautes dedans. Ok? Vous pouvez me le dire. Je le sais, je suis à l'aise en masse avec ça. C'est la défaillance que j'ai. Puis, probablement, ça va toujours le rester. Puis, il faut vivre avec. Je vis avec. Puis, il va falloir aussi, vous aussi, d'une certaine façon, vivre avec. Donc, si vous voyez des erreurs à quelque part, là, ben, c'est Philippe. Ok? C'est comme ça. Donc, fait que techniquement, ça m'a pris 7 sessions de cégep pour être capable de passer à cause du français. Donc, après que j'ai terminé ma technique en comptabilité, je me suis trouvé une job adjoint de production dans une usine pharmaceutique, de cosmétiques, excusez. J'ai vraiment aimé ce job-là. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire partie d'une entreprise de marketing de réseau, MLM, ou les pyramides, appelez ça comme vous voulez, là, ce qui vous tente. Là.
C'était ACN, donc c'était pour des téléphones. À ce moment-là, on vendait des forfaits interurbains. C'était vraiment fou. Puis j'ai vraiment aimé le concept, j'ai vraiment trippé. Fait que j'ai décidé de quitter ma job pour pouvoir faire ça à temps plein. Qui était une esti de grosse erreur. Parce qu'en bout de ligne, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. J'étais pas en contrôle du produit, j'étais pas en contrôle du marketing, j'étais pas en contrôle des prix, j'étais pas en contrôle des possibilités. Fait que j'avais aucun contrôle là-dessus. Fait que c'était pas fait pour moi. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être super bon. Mais dans mon cas, c'était vraiment pas une bonne affaire. Je me suis planté sur toute la ligne. J'ai fait des erreurs là, à côté par rapport à ça. Fait que c'était vraiment pas fait pour moi par rapport à ça. Donc, j'avais quitté ma job. Puis je me suis rendu compte quelques mois après que ce type d'entreprise-là, c'était pas fait pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, je veux pas, je me cherchais là-dedans, savoir quel type de business, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me trouve une job, est-ce que je pars ma business, puis là, je savais pas trop quoi faire. Puis finalement, ben, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui m'a dit, hey, tu devrais faire de l'investissement immobilier, je crois en toi, voici de l'argent, puis je vais te coacher pour que tu puisses faire de l'investissement immobilier. Et conditionnel que tu fasses affaire avec telle personne qui va être en réalité ton coach dans le day-to-day en lien avec l'immobilier. Donc, elle dit, ben d'accord, regarde, moi, une business, l'immobilier, ça fait pour moi. Fait que je me suis lancé là-dedans. J'étais avec, on va dire, il y avait, je vais dire que je veux pas te donner de nom, là. Mais il y a le coach immobilier était la personne qui était supposée de me coacher, m'aider pour déterminer les bonnes opportunités immobilières, faire l'investissement et tout ça. Et il y avait, on va dire, le prêteur, celui qui m'avait prêté de l'argent pour faire ces investissements-là. Donc, je pensais être bien entouré, on s'était bien entouré avec un courtier immobilier. Donc moi, j'étais là, en réalité, j'étais là juste pour avancer ce processus-là, puis faire rouler la roue. Fait que j'avais mon coach, j'avais l'argent, puis j'en avais un petit peu de mon bord aussi. Et on s'est retrouvé finalement, mon coach immobilier a trouvé des immeubles, on a dit, bon, on va acheter tel condo. Fait que, bon, on va acheter ce condo-là, ok. Fait que je prends l'argent, j'achète le condo, je passe au financement, j'achète le condo. Puis là, ben, finalement, il y a un autre condo à vendre. Fait que j'en achète un deuxième. Puis après ça, un troisième. Fait que finalement, j'ai acheté 3 condos. Il y avait 4 immeubles. C'était à Saint-Jérôme. Il y avait 4 immeubles je pense que c'était des immeubles de 8 condos. Donc, 4 immeubles à côté, 8 condos. Fait que finalement, je me suis retrouvé à acheter 3 condos dans 3 de ces bâtiments-là. Et l'objectif, c'était de les flipper. Ben, la problématique qui est arrivée avec ça, c'est que, disons ça comme ça, mon coach immobilier n'avait pas fait une analyse complète de la situation. Après avoir acheté les 3 premiers condos, il y en a eu plein d'autres qui sont venus à se vendre, à arriver sur le marché. Et la raison étant qu'il y avait une fraude immobilière à ce moment-là, où est-ce qu'en réalité, sur ces 4 bâtiments-là, le constructeur avait fait construire, avait vendu à des faux noms ou des prête-noms, avait été chercher le cash, avait vendu, là, à ce moment-là, je donne un exemple de prix, là, l'évaluation municipale à ce moment-là était à 180 000. Il avait vendu au prête-nom à ce prix-là. Puis moi, j'avais été capable de les acheter des alentours, on va dire, 100 à 110 000. Fait que moi, je m'étais dit, ben, crème 100, 110 000, pas de trouble. Si l'évaluation municipale est à 180 000, on va les acheter, puis on va les reflipper, puis on va faire du cash. Mais là, le problème, c'est qu'il y en a une quinzaine de condos là, qui sont revenus sur le marché parce qu'ils étaient en reprise de finances, parce que finalement, des prête-noms, ça n'existe pas, ils sont pas là. Il y en a qui n'existaient juste pas. Fait que là, ils ne veulent pas, les condos sont vides. Et il y a eu, ça a fait tomber le marché à Saint-Jérôme par rapport aux condos à ce moment-là. Donc, c'était pas possible de vendre les condos. Fait que moi, mon objectif de vendre les condos puis de faire mon profit avec, ben, ça a tombé complètement à l'eau. Ce qui est intéressant, et là, il y a 2 choses là, qu'il faut que je parle là, qui est en ligne avec ça. C'est que je vais commencer par une première, puis je vais revenir après ça à l'autre. Quand que j'étais dans ces condos-là, ben, il y avait pas de. Il y a des conseils d'administration du condo.
du bâtiment en lien avec les condos. Alors, je m'étais retrouvé, encore une fois, dans le conseil d'administration des copropriétaires. Donc, je m'étais retrouvé là. Et là-dedans, il y avait une des personnes qui était un Français. Il avait acheté un des condos là. Il arrivait de l'Europe. Et on parle, jasase. On a commencé à avoir des bonnes discussions ensemble. Et à un moment donné, il me dit « Hey, j'ai quelque chose pour toi. Je t'inviterais au Club Lyon. » Aucune idée c'est quoi. Je dis « Ok, c'est quoi? » C'est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'aider les gens plus démunis. Mais plus particulièrement ceux qui ont des problèmes oculaires. Donc les yeux, qui ont des problèmes avec les yeux. Donc c'est un peu... c'était plus spécifique par rapport à ça, mais... et ceux aussi, excusez, qui ont des handicaps physiques ou mentaux. Donc, on était... fait que ça, c'est l'organisme, les clubs Lyon. Et j'ai décidé d'y aller. On va aller voir c'est quoi. Puis finalement, j'ai trippé. Puis encore comme de fait, je me suis retrouvé sur le conseil d'administration. Donc, je me suis retrouvé sur le conseil d'administration. Puis finalement, je me suis retrouvé non pas seulement administrateur, mais à un moment donné, je me suis retrouvé trésorier, encore une fois. Je veux pas, vu que les chiffres, ça me connaît, je me suis retrouvé trésorier. Puis à un moment donné, j'ai pris le poste de trésorier, secrétaire trésorier. Donc, j'ai pris le secrétariat. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé président. Fait que je me suis retrouvé président du Club Lyon de Saint-Jérôme. Et en tant que président, je veux pas, fallait que j'aille dans des rencontres liées là, je me rappelle même plus comment ça, je pense que c'est le district ou quelque chose comme ça. Donc c'était les clubs Lyon de la région se regroupaient pour être capable s'organiser puis d'enligner les affaires. Donc, je m'étais retrouvé là avec eux. Fait que j'étais pas comme un peu dans le conseil de tous ces clubs-là des environs. Et puis techniquement, là, si j'aurais voulu, j'aurais pu me retrouver comme le président de ce district-là. Ce qui aurait fait de moi probablement le président le plus jeune dans les clubs Lyon par rapport au niveau de district. Donc j'aurais vraiment pu me rendre là. Mais, et là c'est pourquoi le deuxième point en réalité, mais j'y ai pas été parce que à ce moment-là c'était à Saint-Jérôme. Moi je suis pas originaire de Saint-Jérôme. Je suis originaire de Saint-Jean. Donc à un moment donné, quand j'ai vendu mes condos, je suis revenu à Saint-Jean. Donc, à cause que j'étais retourné à Saint-Jean, j'ai décidé de ne pas continuer mon cheminement dans le développement des clubs Lyon, puis de monter de grade, puis de monter, mais j'aurais pu y aller. Je m'impliquais, j'aimais bien l'équipe, j'avais bien aimé ça. On a passé des bons moments, on a fait des belles affaires ensemble, on a aidé énormément de personnes. On a financé un chien aveugle pour une personne qui était aveugle. On a financé une chaise roulante pour quelqu'un qui avait des problèmes de mobilité. Donc, on avait une clinique d'ophtalmologie où est-ce qu'en réalité, pour les personnes âgées, c'était une clinique mobile, puis on la finançait pour que les gens puissent venir faire des tests pour voir s'il y avait des maladies oculaires. Donc, c'était des belles affaires. C'était le fun pareil en même temps. C'était une belle synergie. Ça m'a mis en contact avec plusieurs personnes à Saint-Jérôme. Mais j'ai vendu les condos, fait que à ce moment-là, j'ai déménagé. Fait que c'est pour ça que j'ai pas continué dans cette veine-là. Donc, je reviens à la deuxième branche que je voulais parler. En même temps que je vais commencer à m'impliquer dans le Club Lyon, en réalité, la partie business d'investissement immobilier s'est mise à mal aller. À mal aller parce que, moi j'avais pas de revenus, j'étais pas salarié, donc j'avais pas d'argent qui rentrait. J'avais mis tout mon argent puis celle du prêteur dans l'acquisition de ces immeubles-là. Et je m'étais retrouvé que financièrement, finalement, là, ça allait vraiment pas bien. Donc, en réalité, j'avais besoin de trouver des solutions pour être capable d'avoir accès à du cash, mais là, à ce moment-là, c'était pour être capable d'en vivre. De juste être capable de vivre. Donc, c'est là que j'ai découvert le crédit. Parce qu'à ce moment-là, j'avais juste, peut-être quoi, 2 cartes de crédit, 3 cartes de crédit, pas bien plus. Et j'ai découvert différentes possibilités qu'offraient les dossiers de crédit. Et sans rentrer dans le technique et tout ça, parce que je l'ai dit qu'on ne rentrait pas dans cette vidéo-ci dans le technique puis le stratégique et tout ça. En gros, j'ai tripé là-dessus. Et vu que j'avais pas de job,
que les condos se vendaient pas vraiment à ce moment-là parce que le marché de la vente de condos était vraiment mauvaise. Donc, c'était pas possible de vendre à profit. Fait qu'il fallait que je garde un peu à ce moment-là, le temps que tous les autres condos se vendent. Donc, j'avais du temps, mais j'avais pas vraiment d'argent. Mais je tripais sur le crédit. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à triper et à découvrir ce qui étaient les dossiers de crédit. Et à travers ça, ben, j'ai rencontré des personnes et on a créé l'entreprise Ma Santé Financière. On était 3 personnes à ce moment-là. Il y avait une personne qui s'était spécialisée dans la restructuration des dossiers de crédit. Une personne qui était sur une technique, une stratégie qui était dans une même journée aller chercher plein de cartes de crédit spécifiques à un moment spécifique pour faire en sorte que les gens se retrouvent à aller chercher des bonnes liquidités en carte de crédit pour pouvoir utiliser ce crédit-là pour pouvoir investir. Et moi, c'est drôle à dire, hein? Tantôt j'ai dit que j'étais quelqu'un de timide et introverti, mais c'était moi qui étais chargé de trouver les clients, apporter les clients dans l'entreprise Ma Santé Financière. Donc on a créé ce business-là, on était 3. Et à travers le temps, une des personnes a décidé de quitter. La personne qui faisait la restructuration des dossiers de crédit a décidé de quitter. Donc quand elle a décidé de quitter, moi j'ai décidé de prendre cette charge-là, d'aider les gens à rebâtir les dossiers de crédit. Donc, j'ai dû développer mes connaissances, mes compétences là-dedans pour apprendre à rebâtir les dossiers de crédit des gens. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à développer mes connaissances sur comment rebâtir les dossiers de crédit parce que là, j'avais besoin de le faire. C'était rendu la business. Et là, on n'était que 2. Moi, qui allait chercher les clients, qui rebâtissait les dossiers de crédit pour les envoyer à l'autre personne après ça, qui lui mettait la stratégie en place pour aller chercher du cash pour pouvoir faire l'investissement. Cette personne-là a décidé de quitter également. Donc, la personne quitte et là, je me retrouve tout seul dans l'entreprise à avoir une entreprise qui, en bout de ligne, était sur le crédit, qui était à la base quelque chose que je connaissais pas. Mais, vu que cette personne-là a quitté puis que j'étais rendu dans cette business-là, j'ai dit, je vais continuer. Fait que je vais commencer à offrir cette stratégie-là. Donc, je me suis retrouvé à être cette personne-là, la personne qui met en place cette stratégie-là pour les gens. Donc, j'ai dû apprendre comment cette stratégie-là fonctionnait pour être capable de l'expliquer aux gens et la mettre en place pour les gens. Donc, la business a eu tous ces changements-là. Et finalement, j'avais acheté mon premier condo en 2008. Et en bout de ligne, j'ai vendu mon dernier, je crois, fin 2010, début 2011. Là, je me rappelle plus trop exactement. Donc, j'ai vendu le dernier condo en fin 2010, début 2011, là, je me rappelle plus, qui était à Saint-Jérôme. Donc, à ce moment-là, j'avais comme tout vendu. Fait que là, je savais pas trop où aller. Je suis retourné vivre chez mon père à Saint-Jean-sur-Richelieu temporairement, le temps que je replace mes affaires. Donc, c'est pour ça que l'aspect du Club Lyon, je l'ai arrêté parce que là, j'étais rendu à Saint-Jean. J'ai continué quand même mon poste de président le temps que les élections le temps que qu'on en soit arrivé, comme à chaque année, à des nouvelles élections. J'ai continué mon mandat de président. Fait que là, je faisais Saint-Jean, Saint-Jérôme, aller-retour pour pouvoir pour être capable de faire le travail, faire la job, puis de m'impliquer encore là, dans tous les événements qu'on avait organisés. Donc, je me retrouve à quitter le Club Lyon, quitter Saint-Jérôme, me retrouver à avoir vendu les 4 condos. Mais le problème, c'est que ces condos-là, je les ai vendus, mais j'ai pas fait d'argent. Encore pire que ça, je me suis retrouvé avec des dettes. Puis pas juste quelques dettes. En réalité, je m'étais retrouvé dans une situation où est-ce que j'avais une petite business qui était Ma Santé Financière à ce moment-là, qui faisait de la restructuration de dossiers de crédit et comment faire pour aller chercher des liquidités pour faire l'investissement. Mais je m'étais retrouvé en bout de ligne avec énormément de dettes. Fait que ma question était de savoir, bon, est-ce que ma business va être capable de grossir assez pour être capable de rembourser tout cet endettement-là? Et j'en suis arrivé à la conclusion que non, c'était pas possible. Donc, j'ai fait une faillite. J'ai fait une faillite de 400 000 $. Ben, pas 400 000 piles, là, mais presque. C'était à 396 000, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait une faillite de 396 000 et des poussières. Et je me retrouve énormément dans les dettes par rapport à tout ça. Mais j'avais une business, Ma Santé Financière, que j'avais découvert les dossiers de crédit.
Donc, là, le problème, c'est le conflit que j'avais intérieurement de dire, ben là, je suis dans une faillite. Je viens de faire faillite, j'ai de la misère à dire que je vais expliquer aux gens comment aller chercher du crédit puis faire l'investissement avec ça. Fait que j'ai eu comme un moment où est-ce que ma santé financière a arrêté d'exister, était vraiment morte. C'est sûr que de toute façon, pendant la faillite, en réalité, quand j'ai fait faillite, il a fallu que je ferme tous mes business. Donc ma santé financière a comme arrêté d'exister. Puis à un moment donné, plus tard, je l'ai réouvert avec une nouvelle société que j'ai créée quand je l'étais libéré de ma faillite. Donc, il y a eu un moment où j'étais bien tranquille, puis c'est à ce moment-là que j'ai écrit le livre S'occuper de ses affaires. C'est un livre que j'ai écrit dans le but d'aider les gens à comprendre comment fonctionne la finance personnelle, comment fonctionnent les dossiers de crédit, puis comment se restructurer. Je sais que c'est drôle quand même qu'une personne qui a fait une faillite se retrouve à écrire un livre sur comment s'occuper de ses affaires pour pouvoir s'enrichir. Mais c'est un moment où ça m'a permis de vraiment apprendre réellement, parce que quand on a une faillite, quand on est en faillite, on n'a plus de carte de crédit. Donc à ce moment-là, on doit apprendre à gérer ses finances avec l'argent qu'on a. Donc à ce moment-là, j'ai ouvert des comptes de banque dans toutes les institutions financières pour savoir comment chaque institution financière fonctionnait. J'ai ouvert des cartes de crédit aussi. Ça, c'était avant la faillite. J'avais déjà fait plein de cartes de crédit. Donc, j'avais vraiment un background de comprendre comment fonctionnent les dossiers de crédit parce que je l'avais utilisé à côté. C'est pour ça que je m'étais rendu à un montant si élevé en dette. Et pendant la faillite, c'était bon, ben là, j'ai plus de carte de crédit. Comment que je fais pour me restructurer? Et là, c'est là que j'ai été chercher toutes les comptes de banque dans toutes les institutions financières pour savoir comment ça fonctionnait. Pour vraiment développer des structures, des techniques pour être capable d'améliorer ces dossiers de crédit, puis d'avoir une structure automatisée, efficace et qui permet le désendettement, la restructuration des dossiers de crédit et aussi l'enrichissement à travers le temps. Donc, j'ai écrit ce livre-là à ce moment-là. Pendant que j'étais dans ce processus-là, moi j'étais coloc dans un appartement, on était 5 personnes. J'étais coloc à ce moment-là. Et pourquoi j'étais coloc à ce moment-là, ce qui était pertinent de ça, c'est pas vraiment le fait que j'étais coloc, c'était que pour la business, ma santé financière fonctionnait pas vraiment, parce que je l'avais comme arrêté, mais j'avais besoin de vivre. Donc, je m'étais retrouvé à trouver un projet qui était faire de la gestion de chambre. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que je prenais un appartement, j'avais une entente avec le propriétaire, et c'était des gros appartements où est-ce qu'il y avait 4 ou 5 chambres. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que moi, je louais l'appartement. Et après ça, je le meublais avec tout ce qui était nécessaire pour que quelqu'un puisse sous-louer, on va dire, une chambre. Donc, je me retrouvais avec plusieurs immeubles, en fait, plusieurs appartements. Donc, j'avais 5 appartements au plus gros, avec 18 chambres que je gérais. Donc, je gérais 18 chambres. Et juste ça, ça me faisait vivre là amplement et ça me faisait... j'avais pas beaucoup de travail à faire, c'était quand même intéressant. Bien qu'avec 18 locataires, chambreurs, ce qui est le fun avec ça, ce qui est un peu dur aussi, c'est que c'est des locations à quelques mois. Donc, c'est pas un bail de 12 mois, c'est tu rentres, puis ça se peut que le mois prochain, tu ressortes, tu sais. Donc, à 18 chambres, je me retrouvais à faire... Il y avait vraiment un gros roulement. Donc, j'avais tout le temps à peu près 5 chambres qui étaient à louer. Donc, ça m'a permis d'apprendre tout ce qui est de la gestion immobilière, puis développer mes compétences là-dedans, la gestion des locataires et tout ça. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas par rapport à faire tout ça. Et pendant ce moment-là, ben... j'ai recommencé à développer ma santé financière. Il y a eu quand même plusieurs contrats que j'ai pris. J'ai eu des petites job-ins à gauche, à droite pour être capable de pouvoir profiter un petit peu plus de la vie. J'étais coloc. J'avais un train de vie qui coûtait vraiment pas grand-chose. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est que j'avais ma santé financière qui commençait à devenir de plus en plus connue. Et j'allais dans des événements de réseautage, habillé avec un veston, chemise veston bien propre. Puis je parlais devant les gens sur comment utiliser les dossiers de crédit pour investir en immobilier. Ce qui était vraiment le rôle de tout ça, c'est que moi j'étais coloc dans un appartement à Verdun.
Puis j'allais dans des événements, soit à Montréal, Brossard, Laval. Et je me rendais là en métro puis en autobus. Donc moi j'étais en métro-autobus. Ce que je faisais, c'est que j'essayais de m'arranger pour arriver avant que tout le monde arrive. Puis de partir un peu pas mal vers la fin, dans les derniers. Fait comme ça, les gens voyaient pas comment j'arrivais. Donc j'arrivais en métro ou en autobus. Puis je me promenais comme ça. J'avais pas de voiture à ce moment-là. Et mais les gens me voyaient comme quoi que c'est drôle parce qu'une année, il y a quelqu'un qui me dit ben tu sais c'est facile pour toi là, t'es déjà un big shot là, fait que tu comprends tout ça. J'ai comme puis moi dans ma tête je suis là et t'as si tu savais ma réalité là, c'est comme je suis venu ici en autobus. Je vis en coloc avec 4 autres locataires, dont 2 que je suis même pas capable de comprendre leur langue, ou parce qu'on a de la misère à se comprendre parce qu'on parle en anglais. J'étais pas bilingue pendant tout à ce moment-là. Et j'ai fait une faillite. Donc, si tu savais la réalité, là, c'est drôle comment que les gens nous perçoivent. Puis je le cachais pas en soi. C'est juste que je faisais attention pour donner une bonne impression quand même. Et, mais dans la réalité, je l'ai jamais caché. Il y en a qui me posaient la question, je dis, ben oui, j'ai fait faillite. Ou je sais pourquoi ça marche de même, parce que j'ai fait une faillite. Je sais comment ça marche les dossiers de crédit, parce que j'ai passé par rapport à... Je les ai faites, cette stratégie-là. Je les ai essayées. Pour avoir un 396 000 $ de dette sans hypothèque, faut être bon pareil. Là. Il faut en avoir testé des affaires. C'est certain que c'était pas toutes des cartes de crédit et des marges de crédit, mais il y en avait quand même une bonne partie de ça que oui. Puis à ce moment-là, j'avais quoi j'étais dans mi-vingtaine. Là. J'étais vraiment pas trop âgé. Là. Donc, ma santé financière a commencé à évoluer et j'ai vraiment poussé sur ma santé financière. Fait que là, c'est là que ma santé financière, c'était la nouvelle entreprise Ma Santé Financière, où est-ce que j'avais un nouveau logo. J'avais laissé tomber le logo que j'avais de la première, où est-ce qu'on était partner. J'ai créé un nouveau logo, créé la nouvelle entreprise. Et là, j'ai vraiment commencé à faire des formations à Québec, à Montréal. J'étais conférencier invité dans pas mal tout ce qui est des groupes d'investissement immobilier. Donc, regardez, là, j'ai été impliqué de loin de proche avec tout ce qui est en lien avec l'immobilier dans les dernières années. Nommez-les, là, vous allez pouvoir les retrouver de toute façon sur mon site. Si vous allez sur philippedeveau.com, je donne des vidéos, des images de mon background par rapport à tout ça. Je ne vais pas les faire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais tout ce qui est en lien avec l'immobilier, des groupes de formation en immobilier, j'étais présent, j'étais le spécialiste en dossier de crédit. Comment utiliser les dossiers de crédit pour grossir un parc immobilier, comment se positionner pour être capable de grossir un parc immobilier, partir des business. Donc, j'étais vraiment rendu le spécialiste des dossiers de crédit à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment une très belle expansion. Ma business s'est mis à rouler super bien. Puis, ça roulait bien, c'était le fun. Là. Puis là, est arrivé... en fait, il y a quand même pas mal de choses qui s'est passées. Puis là, je vais essayer de pas trop me perdre dans tout ça. Là. Mais je dirais que l'élément déclencheur est le fait que j'ai eu un garçon. Donc là, mon garçon, à ce moment-ci, il va avoir 4 ans le mois prochain. Et là, 4 ans, ben, je veux pas... ma blonde du moment était enceinte. J'étais en train de suivre des formations moi-même pour faire l'investissement immobilier et tout. Et quand est arrivé mon enfant, j'étais en congé parental. Puis quand que le congé parental est terminé, je suis revenu à dire bon, je vais partir la business. Et le fameux COVID est arrivé. Donc moi, je venais juste de sortir de mon congé parental. Et le fameux défi, je pense c'est quoi, le défi 28 jours, est arrivé. Et c'est complètement tout chamboulé. Puis là, ben moi, je suis pas vraiment rentré dans la peur de toutes ces affaires-là. Je suis pas un pro en médecine puis en santé, là, vraiment pas. Mais je suis capable de comprendre le système immunitaire un petit peu, c'est quoi cette affaire-là, puis comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Je faisais attention à ma santé, je prenais soin de ma santé, j'étais en bonne forme, j'avais pas de problème de santé, j'en ai jamais eu. Et ça me faisait pas peur ces affaires-là. Fait que j'étais vraiment pas stressé. Là, j'en ai fait des rencontres, vu des mondes. Ça me stressait pas. Mais
tout qui était alentour de ça, là, genre là, les pastilles à l'épicerie, le 2 mètres, aller dans un sens particulier, de pas pouvoir se rencontrer, se parler, de plus pouvoir faire des conférences, des formations, tu sais, toute cette affaire-là là, qui a entouré le COVID, là, moi là, c'était comme genre, oh, non, pour moi, ça marche pas. J'ai détesté ce moment. En fait, non, au contraire, j'ai trippé, mais détesté en même temps. Détesté parce que là, c'était les conneries par-dessus conneries. Là, je trouve que ça n'avait aucun maudit bon sens. Qu'est-ce qui se passait. Fait que concrètement, ma business, en réalité, je me suis juste dit, ben, regarde, mon garçon vient de naître. Le monde est fucké. Puis, ben, regarde, je vais juste m'arranger, rester tranquille, puis gars, on peut plus donner de conférences, on peut plus donner de formation, on peut plus faire grand chose en réalité. Fait que je vais juste rester tranquille puis m'occuper de mon garçon. Je vais rester avec mon gars, avec lui. Fait que j'ai été quand même tranquille pendant plusieurs années. Puis à travers ça, ben, j'ai continué à développer mes compétences, mes connaissances, parce que moi je suis un autodidacte, j'aime apprendre. Fait que j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'apprendre des affaires. Alors, j'ai découvert plein d'affaires. Et le crédit, l'immobilier, le business, pas que j'ai pas de secret pour moi, mais c'était quelque chose que j'étais quand même déjà habitué. Alors, j'ai commencé à développer des connaissances, des compétences dans d'autres domaines. Puis il y en a un domaine en particulier que j'ai vraiment trouvé très particulier, que jamais je pensais m'attendre à ça, la politique. Moi, c'était gros politique, là, c'était zéro, je connaissais rien à ça, puis j'avais aucun intérêt. Et à un moment donné, j'étais en train de faire un feu chez moi. J'ai un poêle à bois, un combustion lente. Et je faisais le feu, puis ben, j'allume le feu avec du papier journal. Puis de temps en temps, je lis. Je suis vraiment pas un gars de médias. Là, la dernière fois que j'ai eu le câble, qu'on me peut dire, là, pour écouter la TV, là, c'est quand j'étais chez mon père au cégep. Quand j'écoutais chez mon père, j'ai jamais eu de câble. Fait que les médias, j'écoutais pas ça. Les journaux, je regardais pas ça. De toute façon, quand que je lisais des affaires par rapport qui étaient dans les médias, en lien avec mon domaine, je disais, c'est qu'ils sont à côté de la traque. On dirait qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Fait que même là, je suis comme. Même regarder les journaux, je trouvais ça con parce que c'était des conneries qui se disaient, à mon avis, sur la finance personnelle. Sur genre les conseils qu'on donnait sur la finance personnelle ou sur les dossiers de crédit. Fait que finalement, je lisais pas rien. Puis, j'allumais le feu. Fait que je faisais juste regarder. Puis là, à un moment donné, j'ai vu un article. Là, je me rappelle plus le titre exactement, là, mais c'est genre, moi j'habite dans la MRC de Memphremagog. Puis en gros, c'est. Il n'y aura plus la possibilité de construire de nouvelles routes dans la MRC de Memphremagog. Moi, ça m'avait comme. C'est pas ça exactement le titre, là, mais quelque chose dans ce genre-là. Moi, ça m'avait flashé parce que la majorité de mes clients, c'était des investisseurs immobiliers. Puis c'est comme, crime, on peut plus construire de nouvelles routes. Il y en a un petit paquet d'investisseurs immobiliers qui vont se ramasser dans la merde. Là. Fait que là, j'ai lu l'article, puis là, j'ai comme. Aïe, c'est quoi cette affaire-là? J'ai capoté. Puis là, c'est comme quoi, dans la MRC de Memphremagog, 86% du territoire, il n'y a plus de possibilité de créer de nouvelles routes, autres que dans les zones urbaines, donc vraiment dans les noyaux des villages, des villes. Donc, moi, je lisais ça, je capotais, puis le pire de ça, c'est que à MRC Memphremagog, c'est 86%, mais Quaticook, puis je pense qu'il y en a d'autres aussi, là, je me rappelle plus, c'était 100%. Fait que sur 100% du territoire de la MRC de Quaticook, il n'y a plus la possibilité de construire de nouvelles routes. Point final. Fait que là, c'est comme, c'est fucké cette affaire-là. Là. Fait que là, j'ai commencé à m'intriguer, j'ai comme, crème, ça n'a pas de maudit bon sens cette affaire-là. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à la politique municipale, puis là, j'ai pogné la piqûre là-dedans. J'ai pogné la piqûre de la politique municipale. Fait que là, moi, je suis dans mon village en ce moment. Je m'implique énormément dans mon village. Je m'implique dans la MRC. Je veux encourager un maximum de personnes à s'impliquer dans leur village et leur village-ville et dans leur MRC. Parce que je me suis rendu compte que crème, finalement, on laisse aux gens décider de ce qui se passe. Puis là, ben, je vois concrètement qu'il y a une gang de failés qui décident que là, il n'y a plus de construction qui peuvent se faire, qui pour la protection de l'environnement à ce moment-là, c'est comme, oui, je comprends qu'il faut faire attention à l'environnement, mais il y a toujours bien des limites. Là. Faut faire attention, faut pas...
les extrêmes, peu importe le bord que c'est jamais bon. Puis ça, ben, c'est un extrême, à mon avis. Puis ça n'a pas d'allure. Puis tous les gens qui avaient des volontés de vouloir créer un parc immobilier pour être plus autonome, puis faire en sorte qu'à un moment donné, ils puissent acheter leur petite... Il y en a beaucoup, c'était ça, là. Beaucoup de mes clients, c'était ça. Moi, je veux faire l'investissement immobilier parce qu'un jour, je vais être capable de m'acheter ma maison sur mon terrain, mon gros terrain, puis d'avoir la sainte pipe, puis d'être à retraite. Fait que, tu sais, là, quand je voyais ça, cette affaire-là, j'ai dit, ah! Ça veut dire qu'ils sont en train de nous fucker pour que, genre, on soit même plus capable de faire ça. Alors, c'est là que la politique municipale a commencé à rentrer dans ma vie. J'ai commencé à triper, puis j'ai commencé à apprendre tellement d'autres affaires. J'ai trippé ces jardins, je fais mes jardins chez nous. J'avais une tente de culture pour la faire dans ma maison aussi. J'ai commencé à m'informer sur tellement d'affaires. Puis ça a fait qu'il y a comme un switch de moi. Tu sais, déjà en partant, j'ai toujours été le bizarre, j'ai toujours été celui qui pense pas comme tout le monde parce que, tu sais, je disais au dossier de crédit, il faut plus qu'une carte de crédit. Bon, c'est sûr que la majorité des conseillers financiers vont dire, tu as besoin de une, deux, trois cartes de crédit, puis si tu as des cartes de crédit, ben il faut que tu les gères bien, mais il faut pas t'en aller trop. Puis moi, c'est le contraire. Je dis, hey, t'as 3 cartes de crédit, c'est carrément pas assez. T'en as 10, good, ça commence à être intéressant. Les cartes de crédit, tu fais quoi? Tu l'utilises pas pour acheter ton épicerie. Tu les utilises pour faire l'investissement immobilier et partir de ta business. Fait juste là, je passais pour un fucké ben des fois. Donc, moi, j'étais habitué de penser différemment. Même aussi, quand j'allais dans les formations en immobilier, moi, ma vision des choses était basée sur les dossiers de crédit. Donc, au départ, je disais, hey, non, faut acheter via des sociétés par action. C'est ça qu'il faut faire, c'est la technique pour pouvoir grossir un parc immobilier. Puis là, j'avais l'air d'un bizarre, encore une fois, parce que je montrais des affaires, des techniques que tous les autres groupes en immobilier ne montraient pas. Ils disaient, ben non, t'achètes au personnel, puis tu grossis. Puis là, après ça, ben, tu sais, les gens suivaient ces techniques-là, puis se retrouvaient à être bloqués au financement. Puis là, c'est moi qui venais voir comment faire pour se débloquer. Puis c'est là, je rentrais ça. Fait que, tu sais, j'étais un habitué de penser autrement. Fait que, dans les dernières années, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à développer des connaissances, des compétences, puis à penser autrement sur plusieurs autres sujets. Fait que mes objectifs ont comme changé. Puis là, comme je vous ai dit, j'ai un garçon, mais ce garçon-là, veut pas, pour moi, dans ma vie, ça fait une énorme différence. Ça fait une grosse différence dans le sens que, tu sais, ma santé financière à ce moment-là, c'est fin de semaine, soirée, jour, tout, whatever. J'étais dans les événements de réseautage, je donnais une formation, je faisais un live, je faisais ci, j'étais tout le temps parti. J'avais comme pas vraiment d'avantage de vie. Je faisais de l'argent. Tu sais, j'en faisais des montants, là, juste pour donner des chiffres, pour le fun de donner des chiffres. Tu sais, je dépassais le 100 000 facile là, par année. Là. Fait que j'étais relativement correct. Là. Mais la qualité de vie était pas tant haute. Là. Donc, ouais, à ce moment-là, ça faisait un petit moment que j'avais quitté ma colocation. Donc, ma santé financière, ça roulait bien, mais c'est ça, tu sais, je voulais rester avec mon garçon, je voulais m'occuper de mon garçon, je voulais être capable de passer du temps avec lui pour qu'il ait une bonne éducation et que son père soit là. Donc, avec le COVID, ça a fait que je suis juste resté chez nous, à m'occuper de mon garçon. Je vivais sur mes économies et l'argent que j'ai fait. Et à travers ça, je développais mes compétences et mes connaissances. Et là, à un moment donné, ben, veux pas, je faisais pas beaucoup de marketing, je faisais pas beaucoup de réseautage, je faisais pas grand chose. C'est que, de un moment donné, l'argent, c'est comme... je pense qu'il est temps que je commence à regarder qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Puis là, ben, je revenais, ma santé financière, on va s'en remettre là-dessus. Puis là, ben, j'étais là, j'ai comme... ça marche pas. C'est comme ma santé financière, je l'ai fait rouler, ça va. C'est comme ma petite zone de confort. Je pourrais dire, ben, je vais continuer, mais toutes mes analyses de où est-ce que le système s'en va, qu'est-ce qui se passe avec la politique ici, pas juste ici, mais mondial également. J'analysais tout ça, puis j'ai de la misère à juste dire ah oui, on va aller avoir le même discours que j'avais de genre ben oui, tu vas chercher plein de cartes de crédit, tu prends cet argent-là, puis tu fais de l'investissement, puis de rien dire d'autre, tu sais.
avec toutes les nouvelles connaissances que j'ai acquises, c'est comme, il faut que je partage tout ça. La politique municipale, je pense qu'il faut que je parle de ça également. Il faut que je fasse découvrir aux gens ça. C'est quoi le CCU? C'est quoi l'importance du CCU quand on veut bâtir un parc immobilier? Connaître ça. C'est quoi que les lois, les règles d'une municipalité peuvent avoir comme impact sur ton parc immobilier? Fait que ma santé financière avait comme le terme avait comme plutôt rapport pour moi. Ça fitait plus trop. Puis il y avait comme un vieux background de tout ça. Puis j'étais comme plus à l'aise de dire, de grossir ma santé financière puis mettre énormément de temps là-dedans. Puis de juste focuser tout le temps juste crédit, crédit, crédit. Donc, j'ai eu quand même plusieurs mois de réflexion. Puis à un moment donné, j'en suis arrivé à réfléchir. Puis qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis c'est quoi mes valeurs? Puis, tu sais, c'est des grosses réflexions là, intérieures. Là. Puis, il y avait plus. Ma santé financière, je le ressentais plus dans mon cœur. Je le ressentais plus. Il fallait qu'il y ait du changement. Puis, plusieurs semaines là, à tourner en rond dans mon salon, à réfléchir à ça. Qu'est-ce que je fais? Où c'est que je m'en vais? Puis, juste dire, je vais faire ma santé financière pour faire de l'argent, c'est comme, non. Tu sais, moi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu vous dire, mais moi, il y a une valeur où est-ce que l'argent, oui, c'est important, mais les gens en arrière, j'ai de la misère à dire que je vais juste leur vendre, puis je vais faire mon cash, puis ça finit là. C'est important que les gens aient de la valeur, c'est important que les gens réussissent, puis moi, le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est tous les commentaires que j'ai eu de bien des clients. J'en ai pas vraiment énuméré. Je suis pas un gars à faire du témoignage. Je suis pas un gars de marketing. Fait que j'ai pas collecté les témoignages. Mais des affaires, j'ai comme, hey, grâce à tes conseils, j'ai évité les faillites. Hey, grâce à tes conseils, j'ai été capable de passer de zéro à un énorme parc immobilier. Grâce à tes conseils, j'ai pu rebâtir mes finances puis avoir une situation financière beaucoup plus intéressante. Tu sais, des commentaires, j'en ai plein. Là, tu sais. Mais je les ai pas marqués, c'est pas mon genre de faire ça. Bon, peut-être que je vais le faire, je le fasse, peut-être. Mais j'avais besoin de plus. Tout ce que je fais, je le fais pas pour l'argent. L'argent est un résultat, mais je le fais pas pour l'argent. Puis ma santé financière, si je me suis remis à retravailler dans ma santé financière, t'arrêtais un peu juste pour ça. Il y avait plus de raison d'être, il y avait plus d'objectif. Tu sais, ma santé financière, j'aurais retourné là-dedans, ça aurait été juste pour faire du cash. Il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas d'objectif. Donc, j'avais besoin dans ma vie de me donner des nouveaux objectifs, des nouvelles missions et à un moment donné, devenir autonome. Devenir autonome est un terme qui m'est arrivé dans l'esprit, puis c'est comme, hey là, ça résonne pour moi. Ça, c'est important pour moi. Puis, devenir autonome, je trouvais ça intéressant parce que c'était pas devenir autonome financièrement. Oui, je parle beaucoup de finances, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'immobilier. C'est normal, j'en ai parlé beaucoup parce que ça reste un aspect très important de notre vie. Puis c'est une des sphères de l'autonomie qui est très importante. Tu as besoin d'être autonome financièrement le plus rapidement possible parce que quand tu es autonome financièrement, tu es capable d'être dans une position qui fait en sorte que tu n'es plus comme un esclave. Tu sais, une job, tu es comme un peu un esclave d'une certaine façon. Donc, être autonome financièrement, c'est super intéressant, c'est super important. C'est même une nécessité à mon humble avis. Mais, juste être autonome financièrement, pour moi, c'est pas assez. Faut être autonome ici. Être autonome des réflexions. Faut être autonome face à sa santé. Comment prendre soin de sa santé. Faut être autonome par rapport à plusieurs autres domaines comme la santé, l'éducation, la nourriture, l'autonomie énergétique. On parle beaucoup d'environnement, mais il y a quand même beaucoup de choses là, qui sont à regarder, à réfléchir. Donc, devenir autonome, pour moi, là, ça venait prendre tout son sens. Où est-ce que ça, c'était une transition que je pouvais faire, où est-ce que je pouvais me donner la mission d'aider les gens à devenir autonomes. Pas seulement financièrement, oui, on va en parler beaucoup, mais autonome financièrement, mais d'être capable de réfléchir de par soi-même, de faire en sorte d'être capable d'être intelligent, d'être capable de réfléchir, puis de s'impliquer dans bien des domaines pour pouvoir être capable de devenir une personne qui ne fait pas juste prendre, mais qui redonne aussi en même temps. Prendre soin de sa santé, tu sais le système de santé, c'est le système maladif. Là. C'est pas un système de santé. Là. Tu vas là
Puis, tu sais, c'est con à dire, mais j'ai la chienne d'aller dans le système de santé. J'ai peur de revenir pire que pourquoi je suis rentré. Donc, il faut prendre soin de sa santé. Il faut être autonome face à sa propre santé. Comprendre, il n'y a pas juste les vaccins et les pilules. Là. Il y a tellement d'autres options. Il faut comprendre ces autres options-là. Puis il faut être plus autonome là-dedans pour être capable de prendre soin de sa santé. C'est l'avenir. Donc, c'est ça que je veux faire avec devenir autonome. C'est d'aider les gens à devenir plus autonomes sur plusieurs autres aspects. C'est certain que ma partie est surtout en lien avec les finances. Fait que c'est certain que la finance va toujours rester là. Mais j'ai les nouveaux objectifs d'aider les gens à développer sur plusieurs autres aspects. Et je vais parler aussi beaucoup de politique. Il y a quelque chose que je ne m'accordais pas dans ma santé financière, c'est de parler d'économie, de parler de politique. Parce que à ce moment-là, j'avais pas d'intérêt. Mais là, c'est presque une passion. Là. Je triple là-dessus, à savoir ce qui se passe avec les États-Unis, ce qui se passe avec la Russie, ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe avec les pays arabes. En fait, tout ce qui se passe on va aller plus gros, tout ce qui se passe en Asie, dans l'Afrique, dans l'Europe, l'Amérique du Sud, tout ce qui se passe avec ça, là, ça a tellement d'impact, d'interrelation, puis en bout de ligne, tout ça là, a tellement un impact sur notre portefeuille concrètement que c'est important de savoir tout ça. Et d'en parler ouvertement, puis de pas genre avoir la langue de bois, puis de se dire ah, ça je dirais pas ça parce que les gens aiment pas ça. Non, crème, on va les dire les vraies affaires. Là. On va dire la réalité, puis on va penser réellement. Alors on va arrêter de juste dire se faire remplir, puis se dire il faut que tu penses comme ça, puis c'est comme ça que non, attends, il y a toujours deux côtés de médaille. On va regarder les deux côtés, puis après ça on va se faire une idée. Donc, je veux parler de ça, de politique aussi, il faut qu'on en parle. Pas juste politique mondiale, mais politique municipale. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, la politique municipale, on a tellement un poids, on a tellement la possibilité de faire changer les choses à travers la politique municipale. Donc, si vous voulez partir une business, si vous voulez faire un parc immobilier, vous devez connaître ces domaines-là. C'est quelque chose que j'oubliais avant, mais en bout de ligne, c'est tellement important. Parce que là, si tu veux être capable, dans les prochaines années, là, ça va être ça. Si on veut être capable de faire un parc immobilier, il va falloir comprendre c'est quoi le CCU? C'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est quoi les règles? La MRC, elle nous enligne avec quoi? C'est quoi les objectifs de la MRC? C'est quoi leur plan? C'est quoi les plans d'urbanisation? C'est quoi les zonages? C'est quoi les objectifs de la MRC face à tout ce qui est de l'environnement? Tu sais, comme là, je vous laisse une petite affaire, là, tout ce qui est... Je peux pas dire dans toute la MRC, mais tout ce qui est des terrains où est-ce qu'il y a un terrain humide ou tous des réseaux hydriques, la construction, là, ça va devenir énormément compliqué. Là. Donc, il faut comprendre ces affaires-là. Fait qu'il faut analyser ces affaires-là, comprendre le village ou la ville, c'est quoi sa philosophie par rapport à ça, pour être capable de dire, bon, ben finalement, ce terrain-là, il est pas cher, mais il y a une raison, c'est parce que tu ne pourras pas être capable de construire dessus. C'est le même, ça s'en vient dans le futur. Là. Fait qu'il faut commencer à s'impliquer. Fait que je vais vous parler de pas mal de choses aussi par rapport à la politique municipale, parce que je me suis intéressé moi-même à ça, et je me suis rendu compte à quel point c'était intéressant, puis à quel point qu'on a un pouvoir de pouvoir faire changer les choses. Je suis en ce moment dans mon village, je suis dans 2 comités, et je suis rendu presque un incontournable. Je suis même pas dans le conseil, ni maire, mais je deviens un incontournable pour faire avancer les choses dans ma municipalité, puis là, on est en 2024, les élections sont en 2025, c'est sûr que je vais m'essayer en 2025, là. Donc, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Donc, tu sais, ça fait déjà, ça fait plus qu'1 heure que je parle. Là. Puis il y a tellement de choses que j'ai passées à côté, il y a tellement de choses que j'ai pas pu vous dire, que j'ai oublié, puis que là, ça serait bizarre de revenir en arrière pour dire, replacer les affaires. Mais tu sais, ça vous permet de comprendre un peu qui que je suis, d'où c'est que je viens. Tu sais, il y a une transition avec devenir autonome. Je vais probablement faire une vidéo plus spécifique par rapport à ça, de où est-ce qu'on s'enligne réellement avec cette entreprise-là. Mais là, au moins, vous comprenez un peu c'est qui la personne qui est en arrière de ça. T'sais, pour moi, les valeurs familiales, c'est tellement important. Fait que c'est pour ça que ça a une grosse... Tu vas avoir une grosse place dans devenir autonome. Parce que je vais aligner les affaires beaucoup avec ça, les réflexions par rapport à ça. L'entraide, la politique, parce qu'il faut qu'on s'implique là-dedans pour faire changer les choses, parce que si on fait rien, on va juste se laisser faire, tu sais, il faut pas. Donc, il y a tellement de choses que je pourrais dire encore, mais je pense qu'à ce moment-ci, je pense que ça fait assez longtemps que je parle. Tu sais, je suis un gars qui est énormément ouvert.
OK? Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. J'ai pas de problème à parler de chiffres. J'ai pas de problème à parler de ma situation, de la réalité. Pas de problème à parler de mon background, de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vis présentement, c'est quoi mon idée. Donc, si vous avez des questions, vous voulez avoir euh, mon feedback par rapport à ce qui se passe par rapport à certaines affaires, n'hésitez pas, moi ça va me faire plaisir de répondre à ça. Moi je tripe ça parler avec les gens. C'est un des problèmes que j'ai, c'est que quand je me mets à parler avec quelqu'un, j'arrête juste pas. Je peux parler énormément de temps parce que j'apporte d'un sujet à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, puis là c'est comme ça devient big. Là. Faut s'arrêter de temps en temps. Puis justement c'est pour ça que là je viens de voir l'heure, j'ai comme ok on va comme rapper ça. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas. Là. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez communiquer avec moi là, via les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de répondre à ça. Puis, je ne vais pas parler de ce que je fais dans devenir autonome. Prenez le temps de regarder le site web si vous voulez, vous allez le voir. Mais là, aujourd'hui, c'était de savoir c'est qui Philippe Deveau. Fait que là, vous avez comme vraiment mon background, puis où est-ce que j'en suis, puis mes réflexions. Fait que j'espère que ça va vous avoir aidé. Que vous allez avoir un petit peu plus confiance en moi, si je peux dire ça comme ça. Pas que je fais ça, pas que je suis fake pour vous donner l'impression que je suis quelqu'un de confiant, en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a des milliers de personnes qui ont déjà fait confiance en moi, puis c'est une de mes valeurs les plus fortes, là, c'est la confiance. Et moi, j'aimerais revenir à un monde où que, genre, la poignée de main, là, vaut plus que n'importe quoi. Être dans l'honneur de dire si je te dis je vais faire ça, ben je vais le faire, sinon je perds mon honneur. Ça pour moi, ça a une place très forte. Fait que j'aimerais ça qu'on revienne à un monde où on serre la main et dit gars, je vais t'aider, je vais faire ça, ben je vais le faire. Puis je m'attends en retour aussi de ça. Mais ça fait partie de mes valeurs, ça. Donc, en tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça vous permet de savoir un petit peu plus qui que je suis. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute ensemble. Puis gênez-vous pas à parler de votre situation. Là. Je l'ai dit, regarde, j'ai fait une faillite, un gros montant, j'ai vécu un coloc, j'ai retourné vivre chez mon père à un moment donné, j'ai comme. Je l'ai vécu bien des affaires. Là. Puis je vais continuer à en vivre. C'est la vie. Alors, aucun stress, faut pas être stressé avec ça, faut pas. Shame, je sais pas comment on dit en français, faut pas avoir honte. Donc, ayez pas honte si vous avez des questions. Là. Si vous êtes gêné de votre situation, dites-moi là, moi j'ai pas de trouble avec ça. Ça va me faire plaisir de vous aider, je suis là pour ça. Donc, je vais arrêter avec ça. Puis, continuez à me suivre sur le réseau, continuez à regarder ce que je fais. Si vous êtes intéressé par les différentes formations qu'on a, ben regardez ça, posez-moi faites l'acheter. Ou posez-moi des questions pour savoir si ça vous intéresse, si c'est vraiment fait pour vous. Je suis là pour vous aider. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente journée. Bon enrichissement et je vous souhaite de devenir autonome le plus rapidement possible.